Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Beaucoup d'activités en Égypte actuellement cette semaine, mais on va commencer par le Caire où le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de simplifier les procédures liées aux investissements industriels, de communiquer régulièrement avec les hommes d'affaires nationaux ayant une expertise et une production exceptionnelle pour connaître les défis auxquels ils sont confrontés et apporter rapidement des solutions. Le président s'exprimait lors d'une réunion avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre du Commerce et de l'Industrie Ahmed Samir. Le président Sisi a exhorté le gouvernement à valoriser l'activité des complexes industriels au niveau de la République pour atteindre le maximum de sa capacité de production industrielle. Il a en outre enjoint de surmonter les obstacles auxquels les jeunes investisseurs peuvent être confrontés, en particulier dans le domaine des petites et moyennes entreprises, de lancer des programmes de promotion des investissements industriels. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Amr Zouheri, vous êtes journaliste et chercheur. Bonsoir. Bonsoir. Alors là, voilà, c'est une réunion très importante qui a réuni le président Abdel Fattah el-Sisi avec le Premier ministre et le ministre du Commerce et de l'Industrie concernant des facilités présentées aux investisseurs industriels, surtout les investisseurs nationaux. Votre commentaire. Nationaux et également, c'est précisé que pour les petites et les moyennes entreprises, donc ceux qui fournissent l'effort le plus remarquable et grand, le plus difficile pour alimenter les grandes industries. Donc cela, c'est primordial pour l'industrie nationale et ce suivi est quelque chose de très bénéfique pour avoir un meilleur résultat possible pour ces secteurs. Notamment, comme c'est précisé, les petites et les moyennes entreprises, parce que aux dernières décennies, les géants asiatiques, par exemple, qui ont réussi à faire un boom mémorable et remarquable au niveau industriel, comme la Chine ou l'Inde, par exemple, c'était basé sur ce support public pour les petites et les moyennes entreprises. Là, pour l'Égypte, ça fait longtemps qu'on entend qu'il y a une nouvelle loi pour l'investissement, un seul guichet, etc. Qu'est-ce qui entrave la réalisation de ces lois? Et il y a le contexte international également qui rend au niveau monétaire, il y a des difficultés parce que toute industrie, même locale, elle aurait a priori la plupart du temps des composants qui viennent de l'étranger. Donc cela impose un défi. C'est un défi sans doute, mais impose une optimisation et un regard assez précis et un soutien pour les petites et moyennes entreprises pour surmonter cela, pour arriver à une autosuffisance qui pourrait alimenter même les industries, les grands industriels, les gros industriels qui travaillent en Égypte, mais ainsi leur industrie n'arrêtera pas. Il sera tout le temps alimenté par l'aide et le soutien des petites et moyennes entreprises, et cela pourrait, en somme et en global, amener l'industrie égyptienne à un niveau remarquable dans le monde entier. Très bien. Bon, on va passer à un autre sujet. C'est, comme je viens de dire, que le Caire et l'Égypte en général accueillent beaucoup d'activités, des conférences actuellement, entre autres les activités de la 13e session de la conférence des ministres africains des coopératives. Dans sa 13e session, ont débuté aujourd'hui pour la première fois en Égypte avec la participation d'importantes délégations de divers pays africains. En marge de cette conférence sera tenue la première formation de qualification des cadres dirigeants africains dans le domaine du logement coopératif. Salih Ahmed et Yara Choucha nous expliquent les détails.
Les activités de la 13e session de la conférence des ministres africains des coopératives dans sa 13e session viennent de commencer avec la participation d'importantes délégations de divers pays africains. L'autorité générale des coopératives de construction et de logement, dirigée par Dr Houssam Eddine Mustafa Rizq, organise cette conférence en conjonction avec la 4e conférence internationale sur le logement coopératif, l'ICCH 22, en marge de cette conférence. Elle sera tenue la première formation de qualification des cadres dirigeants africains dans le domaine du logement coopératif avec la participation de nombreux représentants des coopératives de logement dans les pays africains, parrainée par le ministère égyptien des Affaires étrangères à travers l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. Le président de l'Autorité générale des coopératives de construction et de logement et président de l'Organisation africaine des coopératives de logement a inauguré dimanche à la nouvelle capitale administrative le premier programme de formation africain dans le domaine du logement coopératif. Pour sa part, le président de l'Alliance coopérative internationale, Ariel Guarco, a remercié le président Abdel Fattah el-Sisi pour cette conférence qui se déroule sous ses auspices, remerciant également le président de l'Autorité générale des coopératives de construction et de logement, Dr Houssam Rizq, pour sa généreuse hospitalité. Les travaux de la 13e session de la conférence des ministres africains des coopératives se tient actuellement en Égypte. Quelle est l'importance de ce rassemblement? L'importance de cela, que les coopératives c'est un rassemblement des gens qui soutiennent un projet ensemble. C'est une sorte d'ONG locale ou par exemple organisée à travers une profession ou n'importe quelle organisation. C'est une logistique très importante pour le développement et notamment pour l'Afrique. L'Égypte, elle est bien avancée à ce niveau. D'autres pays africains, ils ont fait beaucoup d'efforts, notamment Kenya, l'Afrique du Sud, etc. Mais également au niveau d'autres secteurs, à part l'habitat. Les expériences en Europe, ils sont très importantes et devraient être également prises en compte. Mais également. Et au niveau de l'habitat, ces projets, s'ils arrivent à maintenir et à offrir une vie saine pour les habitants de ces projets, avec un produit presque fini comme logement d'à côté, logement bien sûr il est là, le travail d'à côté, donc fournir également ce qui est nécessaire pour le premier besoin. Donc ainsi le développement africain pourrait revenir à ces niveaux d'avant. Malheureusement l'Afrique, elle souffre aujourd'hui peut-être de ce qui est sans doute l'époque post-coloniale. Ça, malheureusement, et ça dure et ça se décline. Et ça se décline de jour en jour. Malheureusement, avec beaucoup d'espoir qu'on avait eu dans les dernières décennies d'arriver à un développement remarquable, l'Afrique était toujours le mauvais élève des continents du monde. Donc l'Asie, elle est arrivée en dépit des populations assez nombreuses. Également en Afrique, maintenant, il y a comme l'Éthiopie, un pays également qui dépasse les 100 millions d'habitants, comme l'Égypte. Donc l'Afrique aussi, elle devrait être une source d'inspiration pour une vie qui prend en compte au niveau de ses habitats l'environnement, le bon organisation des ressources et également un maximum pour éviter les gaspillages ou tout effort non nécessaire pour les populations. Ainsi, dans ce cadre, les ministères, ils présenteront pour le COP27 des papiers également, comme a priori toutes les conférences qui sont organisées en Égypte en ce moment, pour donner des plans pour le futur
de plans qui pourraient être réalisables dans le cadre de la stratégie onisienne qui est appliquée par l'Égypte de 2030. Donc, arriver à un niveau continental et national qui pourrait fournir une vraie vie digne et décente pour la population. Et cela se fait à travers des coopératives qui, elles-mêmes, à travers ces assemblées généraux, qui peuvent ajuster toute inconformité ou toute faute faite dans leur projet. Donc cela est nécessaire pour le développement sur tous les niveaux. Donc l'habitat implique l'industrie comme le ciment, etc., implique l'eau et également implique la verdure à côté qui entoure les maisons, etc., où la part pas uniquement l'énergie verte, mais de la verdure qui était à la base la couleur principale de l'Afrique et aujourd'hui, malheureusement, avec la désertification, elle n'est plus la même. Donc cela devrait être de retour pour affronter avec plus d'audace et plus de volonté les phénomènes du réchauffement climatique, etc., qui menacent l'humanité entière. Ouais. Là, dans le continent africain, il y a des pays, on peut dire... Et l'Afrique du Nord également. Voilà, c'est exactement ça. C'est des pays qui sont avancés technologiquement, avancés scientifiquement. Comment ces pays de l'Afrique du Nord, je précise l'Afrique du Nord, soit à partir de l'Égypte jusqu'au Maroc, qui ont de l'expérience, qui ont les moyens. À part même qu'on va exclure ceux qui ont des problèmes comme nos frères libyens, par exemple. Ils ont, si on peut juger leur coopérative, on pourrait les juger à l'époque de Kadhafi, parce que c'était le moment où tout à fait, il y avait des constructions. Mais en même temps, ils avaient les moyens financiers. Oui, mais maintenant il y a une instabilité politique qui menace un peu ce développement, mais à part, par exemple, l'Algérie, c'est un pays stable, c'est se développer. L'État on y est, les coopératives dans le Maghreb, c'est quelque chose de très On peut citer aussi le Maroc, l'Égypte. Oui, également. Alors comment ces pays de l'Afrique du Nord, qui ont les moyens, soit scientifiques, soit expertise, etc., coopèrent avec les pays africains pour réaliser deux choses. Soit, premièrement, c'est un plan de logement digne, ou bien dont les Africains méritent, et en même temps avec la préservation de la nature, c'est-à-dire des logements, mais verts. Dans l'entourage. Cela est un travail en réalité universel qui devrait être pris au niveau du monde entier, au niveau sous les auspices des Nations Unies et devrait être pris avec cette même volonté. L'Afrique du Nord a eu parce qu'ils sont déjà l'habitat de cette façon, plus ou moins, elle retourne aux époques d'avant, pré-coloniales. Donc c'était d'avant les Africains du Nord avec et peut-être de l'implication de la religion, etc. Ils ont eu, durant toutes leurs histoires, l'idée de vivre ensemble dans une communauté assez bien précise. Peut-être les nominations de ces coopératives, elles n'étaient pas là, mais elles existaient. Donc il y a de l'histoire et de ça. Également, même dans l'Afrique noire, il y a l'idée tribale. Même on a où il y a les maisons de la tribu, etc. Donc cela aurait dû être respecté. Il ne devrait pas être oui, également, comment dire, c'est la même souffrance en Amérique du Nord.
Parce que la civilisation, elle n'était pas arrivée aux Amériques en 1492. Ça, c'est pas vrai. Et négliger tout et balayer l'adversaire et vouloir commencer de nouveau et recréer un monde à l'image de chacun, ça c'est impossible dans un monde. Il faut que l'humanité vraiment corrige les erreurs du passé avec une lecture plus profonde de notre planète aujourd'hui. Voilà. Alors, la COP27 qui se tiendra en Égypte, à Sharm el-Sheikh, du 7 novembre au 18 novembre, là, c'est une occasion pour discuter la situation du continent africain, discuter de comment... Entre autres, bien sûr. Oui. Ouais. Comment développer l'Afrique pour que ça devienne plus sain, d'une bonne santé. Oui, sans doute. Par exemple, la question des coopératives, c'est une sorte, en quelque sorte, mais avec juste un pas dans une sorte de démocratie participative. Donc, ce qu'il faut ajouter à l'Afrique, c'est les moyens, l'accord entre Africains pour faire les meilleurs pour leur terre et pour leur pays, pour leurs histoires et pour leur passé et pour leur futur. Donc l'Afrique, sans doute, est une candidate principale pour l'aide internationale, mais est-ce les soutiens et les engagements qui vont être pris ou qui ont été pris vont être dirigés vers l'Afrique en principal, ou elle va être reléguée au deuxième plan, au troisième plan. Par exemple, comme en Égypte, en Somalie, les nappes phréatiques souffrent pour l'irrigation et pour... Il y a du travail à faire pour remettre même les terres agricoles, sans parler de ce qui va être cultivé dans le désert. Ils doivent être soutenus avec une volonté internationale de résoudre pour une fois pour toutes la question du réchauffement climatique et les changements désastreux pour la planète. Oui, et aider surtout l'Afrique qui souffre le plus. Ah oui, qui souffre le plus. Pourtant, c'est la région qui émet le moins de CO2 et des gaz. Et l'Amazonie aussi, parce que c'est le poumon du monde. Oui. C'est ce qui nous donne l'oxygène que nous respirons. C'est vrai. Bon, je passe à un deuxième sujet, plutôt une deuxième activité. La 5e semaine de l'eau du Caire a clôturé aujourd'hui ses travaux avec des travaux de 2 jours. Et cet événement interviendrait dans le cadre de l'intérêt accordé par l'Égypte au sujet de l'eau, figurait en tête des priorités de la direction politique et parmi les questions du développement économique durable. Plusieurs ministres, délégations et hauts responsables du secteur de l'eau de divers pays du monde ont pris part aux activités de cette semaine. En outre, des scientifiques, des parlementaires et des organisations internationales et de la société civile de divers pays du monde. Salih Hamedi Al-Choucha nous parle de ce sujet. La 5e semaine de l'eau du Caire est un événement annuel important qui s'inscrit dans le cadre du grand intérêt de l'État à la question de l'eau. L'événement a pour objectif de renforcer la sensibilisation aux problèmes de l'eau et de promouvoir les innovations pour faire face aux défis hydriques impérieux via des méthodes non traditionnelles en ayant recours à la technologie de pointe, notant que cet événement visait également à soutenir et à mettre en œuvre des politiques intégrées de gestion de l'eau et à trouver des solutions durables pour gérer les ressources en eau face à la croissance démographique et au changement climatique.
La semaine de l'eau est l'une d'une série de conférences qui ont débuté depuis 2018 pour renforcer la communication entre les organisations de l'eau, les industries liées au secteur de l'eau et les autres parties régionales, internationales et les sociétés pertinentes. À cette occasion, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré dans une allocution enregistrée et diffusée au cours de la séance inaugurale de cet événement que la 5e session de la Semaine de l'eau du Caire devenait une plateforme régionale et internationale efficace, soutenant le dialogue sur les questions de l'eau qui sont particulièrement importantes. Le chef de l'État a affirmé que c'était le destin de l'Égypte de relever 3 défis, à savoir les défis de l'eau, de la sécurité alimentaire et du changement climatique. L'Égypte a poursuivi, Monsieur le Président, compte parmi les pays les plus arides du monde et qu'elle mise quasi exclusivement sur le Nil, dont environ 80% des eaux sont consacrées au secteur agricole, constituant ainsi la principale source de subsistance pour plus de 60 millions de personnes, a-t-il déclaré. En dépit de l'adoption d'une politique de rationalisation de la consommation, les ressources en eau en Égypte ne peuvent pas répondre suffisamment aux besoins de la population, a-t-il indiqué. Le président Assisi a averti que les effets du changement climatique exacerberaient ceux de la pénurie d'eau sur la zone agricole égyptienne déjà affectée par l'impact négatif du changement climatique. Le chef de l'État a invité les participants à la 5e session de la Semaine de l'eau du Caire à participer à la COP27 organisée par l'Égypte en novembre prochain à Sharm el-Sheikh, au cours de laquelle l'Égypte lancera une initiative en coordination avec l'Organisation météorologique internationale. Monsieur Ahmed Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Là, la 5e semaine de l'eau du Caire. Là, il s'agit d'un sujet très important qui préoccupe non seulement l'Égypte, mais tout le monde. Mais je parle maintenant concernant l'Égypte. Il y a un problème d'eau actuellement. Sans doute, comme a précisé le président, on n'a pas le rôle, la Saône, la Seine, le Tamise, ça, une seule fleuve qui, depuis des millénaires, nous donne la vie, nous fournit à toute l'Égypte, ce qui a permis que l'Égypte soit la terre agricole la plus fertile pour l'Empire romain dans le temps. Déjà pour les pharaons. Oui, également, bien sûr, sans doute. Et pour les habitants de l'Égypte, durant toutes les histoires, la 5e semaine de l'eau dans l'Égypte a débuté en 2018, au moment où on a réalisé que les bonnes intentions pour coopérer donc régionalement pourraient nous mettre en difficulté. Et de plus, c'est très important d'étudier ce sujet, sans doute pour l'Afrique, parce que l'ensemble de la désertification, c'est un phénomène qui a déjà commencé depuis des siècles. Donc, limiter cela et revenir à des terres fertiles comme avant, cela demande beaucoup de progrès. Et pour l'irrigation, et beaucoup de coopération et d'abnégation au niveau régional. Je me souviens que les églises égyptiennes et éthiopiennes elles étaient unies et sous Haïlé Sélassié, c'était un empereur très aimé par les Égyptiens, c'était une personnalité très respectable. Donc cette coopération millénaire devrait continuer dans le sens de bienfaisance et le meilleur de l'humanité. De notre part, de l'Égypte essaye au maximum. Il y a plus que 10 stations pour la désalinisation de l'eau qui ont été inaugurées. Donc de notre part, on essaye de faire le développement en parallèle, ensemble, parce que c'est le développement de l'Égypte sans ses partenaires africains, ça c'est pas une réussite. Mais le développement de l'ensemble de la région et l'ensemble du continent, c'est un succès qu'on pourrait
qu'on serait fier de l'afficher et de le réussir. Donc cela nous impose, comme nous sommes les plus anciens, une des plus anciennes civilisations de la région, peut-être la plus ancienne au niveau continental, de regarder ce qui touche du plus près le continent et la région. Et la solution de l'eau est très... moi, je suis de la génération qui buvait l'eau potable du robinet. Et déjà, l'eau n'était jamais un problème pour les Égyptiens ou pour l'Égypte. Et de plus, les solutions avec l'eau en bouteille plastique, c'est pas environnementalement correct, parce que le plastique des bouteilles d'eau est une catastrophe de vrai pour l'écologie et pour l'ensemble. Sans doute, avec beaucoup de technologies, on pourrait faire de recyclage, etc. Mais éviter d'avoir de bouteilles en plastique, c'est meilleur pour l'ensemble de l'humanité. Donc les solutions pour la question d'eau, c'est d'abord assurer l'irrigation et l'eau potable pour les habitants du continent en entier. Donc, et cela demande beaucoup de coopération, mais comme c'est précisé, c'est des papiers qui vont être présentés au moment du COP 27 et qui pourraient être étudiés au niveau de la protection des deltas. Nous avons le delta du Nil qui souffre malheureusement également, pas uniquement à travers la pénurie d'eau ou d'autres choses, mais également pour les constructions illégales qui ont malheureusement limité les terres agricoles au delta. Donc cela aussi devrait être regardé de près et avec une lecture plus profonde et avec un sens de responsabilité et avec une volonté d'action. Au moment où on trouvera des solutions fiables et qui ne sont pas comment dire, nocifs ou mauvaises pour l'humanité ou l'environnement, bien sûr, devrait être adopté. Et ce qui était précisé, il y a en ce moment un mot qui revient du président Jacques Chirac, le grand président français, qui disait au moment de l'accord de Paris, qui a dit que rien faire contre le réchauffement climatique, c'est un crime d'humanité contre la vie. Et ça, c'est vrai. Ça se prouve aujourd'hui. Donc, il faut réagir et réagir vite. Là, avec efficacité. Bien sûr. Là, vous avez mentionné à plusieurs reprises un phénomène très important, mais en même temps très dangereux, tel la désertification sur le continent africain. Et c'est vrai, il y en a l'Afrique, au milieu de l'Afrique, ça devient de plus en plus désert, etc. Ouais. Il y a un grand projet. Qu'on a débuté, c'est la muraille verte, si je ne me trompe pas du nom. Alors, où on est, c'est-à-dire où sont les grands pays, déjà les anciennes colonies. Il y a le travail, mais vous voyez par exemple la situation au Mali, par exemple. Elle n'est pas dans le meilleur, où devrait se réaliser cette ceinture verte. Elle n'est pas encore... on a commencé le projet. Oui, on a commencé le projet. Et ça devrait continuer en dépit même des guerres ou des instabilités politiques dans les endroits à côté ou les périphéries du conflit, jusqu'à ce que
on arrivera à anéantir ces conflits, parce que ces conflits, elles devraient être terminés avec des accords politiques, parce que c'est les habitants. Il n'y a plus, je pense et je l'espère, il n'y a plus dans l'humanité un retour à ce qui s'est passé il y a quelques décennies au Rwanda. Donc tout conflit pourrait être négocié et trouvé et résolu à travers un accord et des pourparlers. Il faut donner du temps et des moyens pour arrêter ces ventes d'armes et cette militarisation dans le Sahara qui ne sert à rien et qui est dans le bénéfice de personne. Oui, c'est vrai. À part, c'est pas les braconneurs des animaux, ceux qui désertent les forêts, etc. Donc c'est quelque chose tout le temps, et les trafiquants de drogue, etc. Donc c'est tout le temps dans le sens inverse de ce que le but ultime ou principal ou plus noble de l'humanité. Donc il faut arrêter ces conflits, au même temps continuer dans à réaliser cette ceinture et le commencer également du plus sud du continent, plus nord, il faut prendre les 4 coins cardinaux et y aller attaquer l'Afrique pour que l'Afrique redevienne un continent vert. Ouais. Bon, je passe à notre troisième sujet. Peut-être je peux utiliser le terme notre troisième activité au Caire. Les activités de la 7e conférence internationale de Dar el-Ifta ont été lancées aujourd'hui sous l'égide du secrétariat général des organes de rôle de la fatwa dans le monde et sous le parrainage du président de la République Abdel Fattah el-Sisi. La conférence, sous le titre de La fatwa et les objectifs de développement durable, se poursuit pour 2 jours. Salih Hamed et Yarashoucha nous donnent les détails. La conférence internationale de Dar el-Ifta égyptienne dans sa 7e édition qui se poursuivra les 17 et 18 octobre accueille une représentation de haut niveau des Nations Unies et de l'Organisation mondiale de la santé à laquelle participeront des ministres, des universitaires, des muftis et des spécialistes de 90 pays du monde entier. La conférence représente un point de départ important dans les études sur le développement durable à la lumière de l'accueil par l'Égypte du sommet sur le climat en novembre prochain et à l'énoncé de la pertinence de la fatwa à cet égard et de la manière dont elle prend en compte les dimensions sociales, environnementales et économiques et la bonne utilisation des ressources disponibles afin de répondre aux besoins des individus à la lumière des répercussions climatiques auxquelles le monde est confronté et qui représentent une détérioration environnementale à surmonter. Au début de ces activités, la conférence a présenté un film documentaire expliquant que les religions ont des buts majeurs et des objectifs nobles, dont les plus importants sont le culte du Dieu unique, la purification de l'âme et l'architecture de l'univers, et que le développement et l'urbanisation sont une exigence légitime de l'islam stipulée par le Saint-Coran, et que la durabilité est une partie intégrante, inséparable du concept de développement dans la charia. Au sommet de l'ordre du jour de la conférence figure un ensemble de thèmes importants qui traitent du rôle de la fatwa dans l'éradication de la pauvreté et de la faim et dans la réalisation du bien-être. Alors, Monsieur Amr Zouheli, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. La conférence internationale de Dar el-Ifta, sa 7e édition. Alors, en ce moment, quelle est l'importance de cette conférence? Puisque quand même, c'est la même chose exactement. C'est une conférence qui appelle à préserver notre planète, à donner les principes des religions, surtout la religion islamique, pour préserver la planète, pour faire de la verdure partout. Ouais. Voilà.
Oui, son importance en ce moment. Oui, c'est également dans un cadre également plus universel de l'universalité de l'islam, avec un sens de dialogue entre les religions et pour arriver au dernier jour, donc demain, ils vont lancer une plateforme numérique qui pourrait, avec des différentes langues internationales, donc donner dans chaque pays le fatwa nécessaire pour chaque demandant de fatwa, en langue native du pays, etc. Donc c'est un projet très important. J'aimerais bien juste expliquer pour les téléspectateurs c'est quoi la fatwa, parce que c'est pas un mot français. La fatwa, c'est un avis religieux concernant un sujet quelconque. Voilà, c'est l'avis de la religion. Voilà. C'est une ligne directrice qui a un aumônier ou un homme de religion qui donne. Elle est pour les fidèles, comment dire, parce que pour un fidèle qui n'arrive pas à trancher, ces fatwas l'aident à faire cette décision, n'importe laquelle. Donc, dans la religion islamique, il y a des choses musulmanes, donc il y a des choses difficiles, il y a des sujets où la fatwa est très difficile et ou controversée. Donc, c'est pour cela qu'il y a les différents avis au niveau. Mais dans ce cadre, par exemple, c'est de 91 pays qui y participent, et c'est d'avoir la ligne directrice de ce qui pourrait ne pas être conflictuel ou dans le sens... Par exemple, les conseils du prophète salam, pour ces hommes pendant la guerre, de ne pas couper un arbre, de ne pas, etc. Donc il y a cela. Et au niveau de l'hygiène également, au niveau de l'ablution 5 fois, etc. Donc il y a dans la religion islamique ce qui est universel et vert, si on pourrait utiliser le mot, écologique, etc. Avec planter un arbre, c'est également quelque chose, avec une logique plus qui s'apparente un peu avec la lecture, comment dire, de Zohd ou de non-attachement de ce qui est dans la vie. Donc, la modestie. Oui, une sorte de faire le nécessaire, etc. Donc, comme je voulais avoir, c'est comme un peu à la Gandhi, hein, donc le plus grand homme pour l'indépendance des Indes, etc., de l'Inde, et qui a également fait une réconciliation remarquable avec les musulmans. Donc, ce mode de vie, c'est le mode de vie du prophète qui se mangeait avec des limites, par exemple, qui faisait le nécessaire. Le but ultime de sa présence sur Terre, c'est de cultiver la Terre, soit au niveau logistique, donc la culture, donc comme ce qui pourrait être planté dans la terre, ou au niveau intellectuel, ce qui pourrait être planté dans les têtes des hommes. Parfait. Là, quel est le rôle? Parce que voilà, la COP27 se tiendra bientôt. C'est un appel à tout le monde d'y participer également. Cela est très important pour le COP27 parce qu'on espère bien que dans ce cadre et dans le dialogue de religion, que toutes les religions du monde participent avec leur rapport dans cette question, parce que c'est un défi universel et qui devrait être affronté avec une lecture universelle et une volonté universelle de le résoudre. C'est-à-dire, vous trouvez que, à part les religieux musulmans qui ont pris l'initiative, une très bonne initiative, d'expliquer aux gens, aux participants. Excusez-moi, parce que nous avons Dr Kamel Gadalla au bout du fil. Bonsoir, Dr Kamel. Bonsoir. Allô? Dr Kamel Gadalla. Allô? Oui, bonsoir, docteur. Bonsoir.
Alors là, c'est aujourd'hui et demain se tiennent la conférence internationale de Dar el-Ifta égyptien dans sa 7e édition et qui accueille une représentation de haut niveau des Nations Unies et de beaucoup d'organisations mondiales concernant comment préserver la nature et comment préserver notre planète. Quel est l'avis de la religion musulmane sur ce point? Bon, en fait, cette conférence s'inscrit dans le cadre de cette coopération entre les instances religieuses égyptiennes et les organisations internationales. Ce que met l'accent sur le fait qu'on pourrait réactualiser le discours religieux pour qu'il aille de pair avec tout ce qui est survenu à l'échelle mondiale. Par exemple, il se tient que le titre de changement climatique, parce que le changement climatique en fait beaucoup de dégâts, beaucoup de préjudices au monde entier. Donc la religion ne pourrait jamais garder le silence devant de telles agressions sur l'écologie, sur le climat et sur en fait les affaires de l'humanité entière. Donc c'est dans ce cadre que de telles conférences se tiennent. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il est partie de cette activité qui porte sur la nature, comment sauvegarder la nature, comment sauvegarder l'écologie et le climat et éviter les changements climatiques qui pourraient avoir des mauvaises répercussions sur la planète. Il ne faut pas oublier qu'une partie de cette situation a été traitée au cours de la conférence du Conseil suprême des affaires islamiques. Donc, c'est dans ce cadre qu'on peut dire que notre religion et notre pensée religieuse s'entretient aussi avec de tels enjeux d'ordre mondial et d'ordre international. Donc, c'est pourquoi, par contre, le prophète sallam est envoyé à titre de miséricorde pour l'humanité entière. Et sa religion, c'est la religion de la miséricorde. Donc, cette religion de la miséricorde ne pourrait jamais passer le regard sur ce qui se passe dans le monde. Et là, il donne toujours son avis, et la vie religieuse, c'est sous forme de fatwa, c'est-à-dire ce qui est licite et ce qui est illicite à faire, ce qui est interdit à faire. À votre avis, docteur Kamal Gadalla, je rappelle que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar, à votre avis, quelle est l'importance de la tenue de cette conférence 2 semaines avant la tenue de la COP27? Bon, donc oui, cette conférence a une importance tout à fait capitale parce qu'elle regroupe non seulement les spécialistes de religion en Égypte, mais il y a aussi des représentants de 90 pays du monde, dans l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et l'Amérique latine et tout. Et aussi, il a aussi un côté politique, parce qu'il y a des représentants politiques de l'ONU et de plusieurs autres pays. Donc, cette conférence met l'accent sur le fait que la religion, c'est la vie. C'est-à-dire, il ne pourrait jamais isoler la religion de la vie. Il ne pourrait jamais dire que cela est religieux et cela est politique, cela est économique, cela est social, parce que la religion renferme tous ces domaines. Et il encadence le rythme, c'est-à-dire qu'on ne pourrait jamais, par exemple, admettre que la religion soit isolée dans les mosquées, dans les églises, dans je ne sais pas quoi, alors que pour la vie, si la vie c'est d'une part, alors que la religion c'est d'autre part. Non, il faut cette concomitance, cette cohérence, cette collaboration, cette coopération et solidarité entre la religion et la vie. Je vous remercie beaucoup, Dr Kamal Gadalla. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université de l'Azhar. Dr Kamal Gadalla nous a expliqué déjà l'importance de la tenue de cette conférence avant la COP27 pour expliquer aux gens que c'est un appel de la part de la religion pour la préservation de notre planète. Et en même temps, il a parlé quand même de ce que dit la religion musulmane concernant la préservation, bien la préservation de la planète. Exactement, parce que la religion musulmane est une des religions qui vivent en harmonie avec l'environnement depuis sa fondation. Oui. Donc, et cela nous rappelle également, et c'est le but ultime de cela, parce que sauver la planète, c'est également un travail individuel.
même si il est très important qu'il soit adapté et adopté et renforcé par ce qui est étatique au niveau mondial, mais ça reste une question individuelle et personnelle, et chacun doit avoir la conviction pour sauver la planète, pour sauver ses enfants et ses petits-enfants. Je vous remercie beaucoup, Merci M. Amble-Zoureli. Je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. On se donne un rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle édition de Direct. Très très bonne soirée. Au revoir.